Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande session du journal télévisé dont je vous présente tout de suite les grandes articulations. Le chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé a échangé ce mercredi 8 décembre dans son cabinet de travail avec la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva. Le prévenu fugitif Paul Milamboué a été entendu ce mercredi 8 décembre à la haute cour militaire dans l'affaire de l'assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazan. Et le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a reçu ce mercredi 8 décembre 2021 à la primature la directrice générale du Fonds monétaire international, FMI en sigle, Kristalina Georgieva, qui séjourne à Kinshasa depuis mardi 7 décembre. Cette visite du DG du FMI en République démocratique du Congo intervient à quelques jours de l'Assemblée générale de cette institution de Bretton Woods, prévue le 15 décembre prochain. Suivez plutôt ce reportage. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge a reçu ce mercredi 8 décembre 2021 à la primature la directrice générale du Fonds monétaire international, FMI, Kristalina Georgieva, qui séjourne à Kinshasa depuis ce mardi 7 décembre. Cette visite de la DG du FMI en RDC intervient à quelques jours de l'Assemblée générale de cette institution de Bretton Woods prévue le 15 décembre prochain. Le chef du gouvernement congolais a d'abord eu un tête-à-tête d'environ 1 heure avec la patronne du FMI avant d'élargir la rencontre aux personnalités, notamment le ministre des Finances, le ministre d'État au budget, le ministre d'État au plan, la gouverneure de la Banque centrale du Congo et des experts du FMI. À l'issue de cet entretien, Kristalina Georgieva, devant la presse, a exprimé toute sa satisfaction au regard de progrès réalisés par le gouvernement Samalou Kondé dans le cadre du programme formel avec le FMI. Nous avons eu une discussion très constructive et nous avons réfléchi aux résultats de nos travaux communs. Le programme de FMI ici a progressé très bien et l'équipe économique du gouvernement travaille avec nous avec l'objectif commun de réformer l'économie pour le peuple de la République démocratique du Congo. We completed Alors, nous avons achevé la revue du programme et jusque-là, nous sommes très satisfaits des progrès réalisés dans le cadre du programme avec la RDC. Ma visite dans ce pays tombe à point nommé parce qu'en fait, le conseil d'administration du FMI que je préside va pouvoir tenir une réunion le 15 décembre de cette année. Et donc, je pourrais avoir l'occasion de pouvoir parler au cours de cette réunion du 15 décembre des progrès que le pays réalise dans le cadre du programme avec les Fonds monétaires internationaux, mais également parler essentiellement des questions de dépenses dans le domaine social, mais aussi la question de la lutte contre la corruption et aussi des progrès dans le domaine de la gouvernance. Kristalina Georgieva a par ailleurs rappelé que le FMI a fourni à la République démocratique du Congo 1,5 milliard de dollars américains dans le cadre du programme avec son institution, ce qui est un appui pour le pays. Mais également, a-t-elle souligné, il y a un autre 1,5 milliard de dettes en termes d'appui aux réserves de change. Ce n'est pas une dette, mais c'est plutôt un appui qui est apporté dans le cadre du renforcement de réserves en devises du pays. Bien avant cela, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé avait pris part ce mardi 7 décembre 2021 à Kinshasa au forum Business Makutano 7.
Jean-Michel Sama Lukonde a, dans le cadre d'un panel, tablé sur les réformes que le gouvernement envisage pour baliser la voie au développement de la RDC. Le chef du gouvernement a notamment fait allusion au recensement et à l'identification de populations, à la réforme du secteur économique avec en toile de fond la lutte contre la corruption et le coulage des recettes et enfin le développement à la base des 145 territoires de la RDC. Dans le cadre du renforcement des capacités pour la mise en œuvre du plan directeur de transport urbain de la ville de Kinshasa, quelques structures ont été réunies au cours d'un séminaire sur le financement de projets de transport urbain ce lundi et 6 décembre à l'Institut national de recherche biomédicale INRB. Suivez ce reportage de Papi Katassi et Solange Koualé. Il était question au cours de ce séminaire sur le financement des projets des transports urbains de projeter des études financières pour matérialiser le projet sur le plan directeur des transports urbains de la ville de Kinshasa. Pour le directeur de cabinet du ministre d'État en charge des ITP, représentant le ministre d'État Alexis Gisaro Mouvouni, Chrysostome Ilangongo a formulé quelques recommandations. La mise en place d'un réseau routier comprenant les routes stratégiques, les routes primaires, les routes secondaires, voies express urbaines et un schéma d'entretien routier. La réalisation du projet de transport en commun comprenant les chemins de fer, le bus transit rapide BRT, 3 autobus et transports adaptés. L'exécution de plusieurs projets de sécurité routière et gestion du trafic. Pour mémoire, il convient également d'avoir présent à l'esprit que le coût total d'investissement requis est estimé à 32,8 millions de dollars USD, dont 21 866 millions USD pour l'investissement initial et 10 944 000 pour l'exploitation et l'entretien. Rappelons que le chef du projet à la planification de transport urbain au PDTK est revenu sur le résumé de ce projet et a martelé sur le plan de financement pour aboutir aux résultats escomptés. Kiego Amada, expert en administration des transports urbains de la ville de Kobe, a fait une projection historique de cette ville de Japon. Sachez aussi que la liberté provisoire du président de l'UNC, Vital Kamerhe, qui est arrivé comme une bombe, ne laisse personne indifférent. Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du PPRD, s'insurge contre cette décision et clame fort à l'injustice qui caractérise notre justice. Il est au micro d'Adèle Bissosa, un extrait de l'émission Le Rendez-vous. En tout cas, j'ai laissé l'opinion s'exprimer et j'espère que vous êtes en train de voir. Et surtout dans leur camp. Vous voyez que de notre côté, c'est la sérénité qui est affichée parce qu'on est en train de voir l'image qui est en train de prendre la justice vis-à-vis de l'opinion. L'opinion, c'est qu'elle se fait comme image de cette justice. C'est, je crois, au pouvoir actuel des pouvoirs, c'est dire qu'en réalité, nous ne sommes pas en train d'assurer une bonne justice pour la population. S'il faut laisser les Harry Magie dans la prison, l'autre Jakindala, qui est pour rien que des opinions, et la justice devient plus dure, alors que ceux qui volent des millions, la justice elle est aussi clémente pour les lâcher, alors qu'on a besoin de ces millions. Lorsque on a activé l'IGF, tout le monde croyait que c'était pour afflouer les caisses de l'État, mais c'était un maquillage tout simplement. Il y avait un objectif pour entraîner un acharnement contre notre cas, mais voilà que c'est devenu un coup de pédalo. Tout le monde sait que ce qu'il faisait là n'était que les mascarades, mais en réalité, ce régime n'a pas apporté l'état de droit inventé, mais en réalité c'est finalement même une justice aux ordres. Il faut arrêter tel, libérer tel, parce que depuis qu'on a commencé, c'est là pour le programme des 100 jours, avec tout ce qu'on nous a dit, qu'il y a eu des détournements de
La haute cour militaire séjourne dans l'affaire de l'assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana a entendu ce mercredi 8 décembre 2021 le prévenu fugitif Paul Milambwe, ancien chef du protocole à l'inspection générale de la police. Ce dernier a cité les noms de certaines personnalités du pays, dont l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, comme le complice de ce double assassinat. Sylvain Kapongo Singele. Encore des révélations troublantes dans l'affaire d'assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana. Entendu ce mercredi par la haute cour militaire, le prévenu major Paul Milambwe, ancien chef protocole à l'inspection générale de la police nationale congolaise, qui avait reçu Floribert Chebeya dans son bureau, n'a pas hésité de citer les noms de certaines autorités du pays comme étant des complices de ces crimes. Et ça m'avait dit, non, l'ordre était venu que toute personne qui accompagnerait Chebeya doivent subir les mêmes sorts. Et c'est lui qui m'a informé que Moulam, regardez dans cette véhicule, il y a déjà un corps de la personne qui a accompagné Chebeya. On l'a exécuté avant. Et moi, je me suis rapproché et j'ai trouvé un corps sans vie. Et les chauffeurs qui étaient là-dedans étaient l'adjudant Ergile Ilung. Donc quand vous êtes arrivé au hangar et que oui, vous avez vu le corps sans vie de Chebeya, oui, vous avez quand même posé la question à Christian Ngoï Kenaking. Oui, bien sûr que oui, je lui ai posé la question. Est-ce que vous pouvez rapporter à la haute cour votre conversation? Exactement. Quand je suis arrivé au hangar, je me suis directement adressé à Christian Ngoï, parce que c'est lui qui est venu avec la personne. J'ai dit, mais Christian, vous m'avez dit que cette personne était visiteur des marques du général Johnny Mou. Mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, Moulam, d'ailleurs, le général n'est pas au courant de votre présence ici. L'ordre est venu, comme je viens de dire tout à l'heure, et toute personne qui accompagnerait Chebeya, même si c'était sa femme, devrait subir le même sort. Raison pour laquelle il m'a montré les corps. Il dit que l'ordre vient de la hiérarchie. Je lui ai posé, quelle hiérarchie? Il me dit, général Enung. Je dis, qu'est-ce qui prouve? Il dit, général Enung avait reçu l'ordre du président de la République, Joseph Kabila. C'est ce que Christian m'avait apporté ce jour-là. Pour le ministère public, le prévenu, par sa déposition, est en train de se soustraire en jetant la responsabilité aux autres. Le 1er juin, le jour où Chebeya allait mourir, avant de mourir, le seul bureau qu'il a visité, où qu'il a été reçu, c'était le vôtre. Alors pourquoi ne pas dire cette vérité-là que je savais et que je n'avais pas le pouvoir parce que ça me dépassait? Au lieu de dire que l'ordre venait des termes, ce n'est pas du nouveau. Parce que nous le savions, vous êtes venus confirmer ça ici. Mais vous, à votre niveau, quel est le degré de votre participation à la mort de Chebeya? À cette question, le prévenu major Milambwe répond. Je savais que Chebeya doit être reçu par le général Johnny Mou. Ça, je le savais et non pas d'être tué. La discause a été renvoyée à vendredi 10 décembre 2021 pour la poursuite de l'instruction. Sylvain Kapongo nous fait redire que la cour militaire de Kinshasa Matete, siégeant en matière répressive au premier degré dans l'affaire du meurtre de Rossi Chimanga, a reçu pendant 2 jours la plaidoirie des parties. Le ministère public a requis la peine à perpétuité à l'encontre des prévenus commissaires supérieurs Karine Lokesso et le brigadier en chef Tony Kumbo Gérard. Suivez. Les dernières audiences de la cour militaire de Kinshasa Matete, de lundi 6 et mardi 7 décembre 2021, ont été consacrés à la plaidoirie des parties au procès. Les parties civiles, veuves de Rossi Mukendi Chimanga et Debout Congolais Bâtisson, ont présenté leurs conclusions en sollicitant à la Cour des dommages et intérêts pour les préjudices qu'elles ont subis. Vous allez les condamner aux peines que le ministère public pourra solliciter et vous allez nous allouer 2 millions de dollars américains évaluables en francs congolais. Nous avons dit et nous vous remercions. Nous allons répliquer s'il nous sera encore énervé dans nos plaidoiries. Le ministère public, lui, a requis la peine à perpétuité à l'encontre du commissaire supérieur Lokesso Kosso Karine et le brigadier en chef Tokis Kumbo Gérard. Requérant, s'il plaise à votre auguste cour, de déclarer prévenu Lokesso Kosso Karine, Tokis Kumbo et Bivois la maquia du Franco préqualifié, coupables de faits infractionnels mis à leur charge,
et de les condamner en conséquence comme suit. À la servitude pénale à perpétuité pour meurtre en participation criminelle. À 10 ans de servitude pénale principale en ce qui concerne les prévenus du vol à maquillage. La défense a pour sa part débuté sa plaidoirie qu'elle va poursuivre à l'audience prochaine prévue pour le lundi 13 décembre 2021. Parlons santé à présent dans ce journal. Au regard du nombre élevé de cas de Covid-19 dans chaque zone de santé sur les 35, la 4e vague est déjà là, a confirmé le coordonnateur du secrétariat technique de la riposte, le virologue Jean-Jacques Mouyembe. Suivez. Et le passage en Europe et aux États-Unis m'a renseigné que la situation Covid devient de plus en plus préoccupante, surtout dans les pays européens et aux États-Unis. Et comme vous savez aussi que la situation dans notre pays fait souvent suite à ce qui se passe surtout en Europe. Et nous pensons que nous sommes en pleine 4e vague, parce que le nombre de cas ne fait qu'augmenter au jour le jour, et nous avons atteint à peu près ce qui s'est passé au début de la 3e vague, avec plus de 200 cas en moyenne par jour. Et nous pensons que, avec les menaces que nous avons actuellement de l'émergence de la souche Omicron, la situation va donc s'empirer et nous risquons d'avoir une épidémie importante de la Covid-19 dans les jours à venir. C'est pour cela que nous devons absolument renforcer les mesures pour atténuer les impacts, n'est-ce pas, de cette épidémie dans la population. Rareté de vaches venant de l'Ouganda en ville de Butembo au Nord Kivu depuis presque une semaine. Au lieu de 40 bêtes abattues comme fut le cas dans le passé, l'abattoir public de cette ville ne peut totaliser que la moitié de sa production. Cette situation est consécutive à la pandémie de la Covid-19, poussant l'Ouganda à fermer ses frontières aux commerçants venant de la République démocratique du Congo. Francine Moussoa, une autre correspondante à Butembo. Ces deux boucheries vendent généralement la viande des vaches, mais elles sont vides. Dans cette autre boucherie, seule la viande des chèvres y est exposée à la clientèle, alors qu'ici, il en reste que moins de 15 kg. Une conséquence de la rareté de cette bête, qui est parmi les plus consommées à ville de Butembo. Katabei Mwenge, président des bouchers en ville de Butembo, explique qu'il s'agit d'un problème transfrontalier. Lié à la Covid-19. Depuis que la Covid avait commencé, ce problème-là avait été sérieux parce que l'Ouganda, comme pays de transit, ne voulait pas que les Congolais puissent aller en Ouganda. Le fait qu'ils disent que les Congolais allaient les contaminer au Covid. Maintenant, comme nous avions eu la rareté de la viande, nous avons négocié l'Ouganda pour que les marchés qui étaient en Ouganda puissent venir au Congo, à Loubiri, à Kassindi, effectivement. Maintenant, il y a un mois que les gens de l'Ouganda, comme ils viennent de constater Manga gagné, ils veulent que le marché puisse rentrer en Ouganda. C'est là maintenant le problème. Les Congolais refusent d'aller à l'Ouganda pour prendre les vaches, les chèvres, les porcs. Et les Ougandais refusent d'amener cela au Congo. Là où on abattait 40, nous abattons 15 à 20. Pour prévenir, pour que le marché des bêtes que nous trouvons sur place ne puisse pas être consommé à désordre. Nous essayons de réglementer la consommation.
Liliane est responsable du restaurant Nzuki. Elle a résolu de ne préparer la viande de bovin que par commande, que d'encaisser des pertes. Pour résoudre cela, on a suspendu la viande, mais si on fait les commandes spéciales, on peut le faire. Le poulet, on a mis le poulet et le poisson. C'est ce qui ont remplacé la viande. Cette situation est signalée depuis la 3e vague de la Covid-19, laquelle a conduit l'Ouganda à refermer sa frontière avec la RDC. En sport, une séance de travail entre la CAF et les membres de la FECOFA s'est tenue aujourd'hui au siège de cette instance. Le secrétaire général de la CAF, M. Véran Mosingo, a mis fin aux rumeurs qui couraient concernant la lettre de la CAF à la FIFA. Les propos sont recueillis pour vous par Papi Katassi et Rigo Monopo. Comme vous venez de le dire, on a eu une réunion en Égypte, ça l'a suivi. Vous savez, il y a eu 3 étapes. La première étape, comme on était convenu, c'est la prolongation du mandat du comité exécutif actuel. Et puis la nomination de 2 délégués chargés des affaires financières et des affaires juridiques. Ils sont avec moi ici, M. Sambi, qui est le délégué choisi par la FIFA et la CAF pour les affaires financières. Et M. Kabeya, le maître Kabeya, pardon, qui est des délégués de la FIFA-CAF en matière juridique. La Fédération africaine de football de retirer la confiance totale à la FECOFA? Non, si c'était retirer la confiance, on aurait pu retirer tout l'exécutif. Non, c'est un mode différent de fonctionner. On a créé une sorte de mixte. On ne sait pas qu'on a retiré, il reste toujours là des membres du comité exécutif, le président est toujours en place, le secrétaire exécutif est toujours en place. Donc non, c'est une nouvelle collaboration, ce n'est pas retirer quoi que ce soit. Non. Alors, c'est quoi les regards que la Confédération africaine de football jette aujourd'hui sur les statuts qui régissent la pratique du football en République démocratique du Congo? Ben, ça c'est pas un secret, tout le monde sait que les statuts actuels de la FECOFA ne permettent pas à la FECOFA de moderniser sa fonctionnalité. Donc il faut moderniser ces statuts, lui donner des outils modernes où on peut appliquer facilement les principes de la bonne gouvernance. Je n'ai pas dit que la bonne gouvernance n'existait pas ici, mais il n'y a pas des outils qui permettent à tout le monde de voir qu'il y a la bonne gouvernance à la fédération. Et quels sont justement les éléments nouveaux que doivent contenir ces statuts pour qu'ils soient conformes à ceux de la CAF? Notamment ce qu'on appelle le principe de ségrégation des fonctions. Donc le secrétaire général qui gère la fédération, le comité exécutif donne des orientations. Par exemple, merci beaucoup. Complément d'information avec cette revue de presse sélectionnée et commentée pour vous par Polydor Patrick Ngaziem. Dans leur livraison de ce mercredi 8 décembre 2021, les différents journaux reviennent sur la libération de Vital Kamerhe. Une libération qui, comme le fait remarquer The Post, a occasionné non seulement une explosion de joie dans les rangs de son parti politique, l'UNC, mais aussi une colère noire parmi les combattants de l'UDPS qui ont brûlé de pneus sur la voie publique pour manifester leur indignation, tout en accusant la Cour de cassation de corruption. Mais que pouvait encore cette cour alors que Vital Kamerhe était devenu de notoriété publique un prisonnier hors les murs et avant, depuis belle lurette, déserter sa cellule à Makala pour s'installer dans une villa proche du centre hospitalier Nganda, officiellement pour des raisons de santé. Pour le journal, cette liberté, provisoire soit-elle, est à placer dans le cadre des grandes manœuvres politiques. Vital Kamerhe revient dans le jeu, c'est clair. Alors, doit-on parler de la libération de Kamerhe ou des limites des procès politiques? En tout cas, pour EcoNews, si Vital Kamerhe a obtenu la libération provisoire contre paiement d'une caution de 500 000 $ américains, c'est parce que, justement, son procès n'était pas que judiciaire. Il y avait de la politique dedans. Cette libération provisoire qui lui était refusée plus d'une quinzaine de fois l'était pour des raisons tout aussi politiques. Le temps n'était pas encore favorable pour qu'en fin de compte, le droit se conforme à une volonté politique.
Forum des As, de son côté, se demande, après avoir considéré les cas Kamere, Bakonga et Teni, s'il s'agit des mauvais signaux pour la justice congolaise. Autrement dit, au-delà de toutes ces libérations en série, quel est le message que la justice congolaise envoie à la population? Autre question, mais cette fois-ci posée par le journal, après Vital Kamerhe, à qui le tour pour la libération provisoire? À Bamaros? En effet, écrit le quotidien, s'il est vrai que l'acte posé par la Cour de cassation vaut la peine d'être salué, il est aussi vrai que cela a le goût de l'inachevé dès lors que M. Bamaros reste en tôle sans que son sort n'émeuve personne. Pourtant, il est co-auteur dans le dossier au même titre que tous ceux qui ont été relaxés à ce jour. Hormis l'affaire Kamerhe, les parutions de ce mercredi se sont aussi intéressées à l'affaire Matata. La Prospérité en particulier revient sur l'interpellation dont fait l'objet le procureur après la Cour constitutionnelle de la part de l'avocat de Matata Pogno au sujet de la restriction de la liberté de circulation qui frappe son client alors qu'aucune poursuite n'est enclenchée contre ce dernier pour le moment après le prononcé de l'arrêt RP 0001 du 15 novembre 2021, de sorte qu'il jouit de sa liberté de circuler librement, de fixer sans justificatif sa résidence, de quitter le pays et d'en revenir. Sécurité dans l'est de la RDC, le chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, estime qu'une approche strictement militaire des défis sécuritaires dans cette partie du pays a ses limites. Visiblement, écrit l'Avenir, la MONUSCO est restée campée sur sa position qui voudrait, au-delà de la traque contre les ADF et autres groupes Maïmaï, discuter avec certains groupes armés qui sont prêts à déposer les armes. Aux yeux des Bintou, il faut un engagement politique plus important pour s'attaquer aux causes profondes des conflits. Pour rétablir la stabilité dans l'est de la RDC, l'État doit réussir à restaurer et à maintenir la confiance de la population en sa capacité à protéger, gouverner, rendre justice et répondre à ses besoins fondamentaux. Enfin, Africa News annonce la grève des agents des ministères des Finances et du Budget dès ce mercredi. Pour cause, le gouvernement met du temps à répondre à leurs revendications, à savoir le non-paiement par le ministre des Finances des frais de fonctionnement et autres dossiers de direction, ainsi que le blocage constaté à la direction du Trésor et de l'ordonnancement dû à l'absence du directeur chef des services et de l'ordonnateur délégué du gouvernement. Bonsoir. Fin de cette session d'information, mais juste avant de la clore complètement, une fois de plus, le rappel des titres. Le chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé a échangé ce mercredi 8 décembre dans son cabinet de travail avec la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristaliana Georgieva. Le prévenu fugitif Paul Milamboué a été entendu ce mercredi 8 décembre à la haute cour militaire dans l'affaire de l'assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana. Voilà, mesdames et messieurs, ce qui vient mettre terme à cette session d'information. Vous aurez remarqué que le programme aura changé et nous reviendrons avec vous aux heures habituelles de ce lundi. Entre-temps, bonne suite de programme chez vous.